Bonjour. Je m'appelle Jean Chabot, en effet je serai avec vous pour cette heure, ces 60 minutes qui nous attendent pour parler industrie et décarbonation, environnement, transition. Vous mettez un peu les mots-clés que vous voulez au bout. On verra s'ils sont interchangeables. 1 heure pour en parler avec nos 3 invités que je vais vous présenter rapidement avant qu'ils se présentent un peu plus, et après ce sera sous format discussion. Il y aura quelques diapos qui seront présentés, mais le but n'est pas de faire une réunion. Ce n'est pas la réunion de 9h35, c'est de mettre en image les propos de nos invités. On verra si on a le temps, si c'est le format. Si vous n'êtes pas debout sur les chaises, vous pourrez poser des questions, évidemment. Un micro pourra vous être apporté. Ce que je propose, c'est que ce ne soit pas à la toute fin, hein, qu'on vous réserve les 5 dernières minutes, mais voilà, vous nous laissez 20 minutes pour démarrer, et puis ça vous laisse le temps de réfléchir à votre première question. Alors, Richard Thiriet, qui vient d'introduire, a dit cette phrase clé qui est une sorte de mantra. La transition écologique ne sera réussie que par l'industrie. C'est un mantra dont les politiques publiques se font l'écho, on va dire, je pense. En tout cas, c'est très récurrent dans les années Macron. Et c'est une réponse à ce qui s'est passé dans les années 90 en France. Il ne faut pas s'en cacher, et d'ailleurs le ministre de l'économie en parle à toute intervention publique. Il y a eu une désindustrialisation massive dans les années 90. Aujourd'hui, machine arrière complète, on réindustrialise. Les objectifs sont doubles, c'est l'emploi et transition écologique. Pourquoi pas profiter de la transition, de ces impératifs de transition, de ces urgences, pour développer les politiques de l'emploi. Aux États-Unis, le Green New Deal, vous avez sûrement déjà entendu parler, il y a tellement de milliards de dollars qui sont investis sur 15 ans, je crois qu'on est à 2000 milliards de dollars sur 5 ans, ne serait-ce que sur cette période, emploi et industrie autour des énergies vertes. En Chine, c'est une autre approche, mais les chiffres sont encore plus colossaux. C'est une autre approche parce qu'eux veulent se positionner sur les énergies vertes, développer l'industrie autour des processeurs, de l'éolien, du solaire, et développer le commerce de ces matériaux au prix, évidemment, d'une consommation de charbon qui est phénoménale. Donc, c'est carrément ambivalent comme démarche, mais c'est une autre démarche de ce géant mondial qu'est la Chine. Que peut l'Union européenne, que peut la France, petite échelle, l'Union européenne, plus grande échelle, peut-être plus cohérente pour réfléchir à des actions. Alors, réindustrialisation via l'environnement, comment les industries s'engagent? Il y a des politiques publiques, il y a des initiatives dans les industries. Aujourd'hui, on parle surtout, enfin, nos deux de nos invités, représentent des entreprises de l'énergie. Il n'y a pas d'industrie de l'automobile, de l'aéronautique. Richard Thiriet parlait tout à l'heure également, sans les citer, de Naval, qui est un énorme employeur local. Comment ces industries, comment ces entreprises, ces groupes développent des politiques favorables à la transition environnementale. Pour en parler, donc, en effet, Nathalie Tertre, bonjour. Alors, vous avez un micro pour 3 et je garde jalousement ce micro-là. Bonjour. Bonjour. Vous représentez EDF, une filiale d'EDF qui s'appelle EDF Renouvelable. C'est ça. D'accord. Vous nous dites quelques mots sur votre travail et votre fonction exacte. Oui, donc je suis chef de projet en environnement marin chez EDF Renouvelable. Et donc, c'est un métier qui consiste... Parlez bien fort dans le micro. Merci. Comme si vous n'aviez pas de micro. Ah oui. Carrément. Allez-y. C'est un métier qui consiste à être le garant en fait, du respect de toutes les exigences environnementales qui s'imposent à nos projets, de manière à construire des projets, en l'occurrence de parcs éoliens en mer, dans le respect de l'environnement. Voilà. Donc ma tâche au quotidien, c'est de m'assurer qu'on exécute bien nos projets en limitant leurs impacts et on réalise toutes les mesures d'accompagnement qui vont avec le développement de ces projets. Vous encadrez une équipe? Non, je n'encadre pas une équipe. Moi, je travaille plus particulièrement sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Donc, j'ai suivi toute la construction du parc. Ouais. Et puis, aujourd'hui, je travaille aussi sur d'autres projets qui sont à des stades moins avancés, les stades d'appel d'offres de l'État. Ok, très bien.
Et vous êtes combien, pardon, chez EDF Renouvelables? Ça m'intéressait. C'est une filiale de combien de personnes? Alors, je vais peut-être dire des bêtises. On doit être 2000 ou 3000, quelque chose comme ça aujourd'hui. Et dans les énergies marines renouvelables, on est près de 300. Voilà. Chez EDF Renouvelables, il y a aussi toute une partie, évidemment, onshore pour de l'éolien terrestre, du photovoltaïque. Voilà. OK. Merci. Olivier Renaud, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez un micro filaire caché. Ouais, je ne les avais pas vus. Ça marche. C'est magnifique. Donc vous travaillez chez GRT Gaz. Oui. Donc, je suis chef de projet innovation, je suis facilitateur et permaculteur à GRT Gaz. Donc, chef de projet, j'accompagne des projets de transition humaine, transition environnementale et transition organisationnelle. Donc, moi, je suis plutôt sur des projets d'innovation managériale, des projets RSE ou biodiversité, préservation de l'environnement. OK. Voilà. Juste, j'essaye de traduire quelques mots. Donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est ça. GRT Gaz, votre activité principale? Donc c'est réseau de transport de gaz en France et en Europe. Donc, combien de kilomètres de tuyaux? Alors il y a 32 000 kilomètres de canalisation. Donc c'est les autoroutes un peu du gaz. Ouais. C'est là où on a les grosses pressions, les gros tubes. Ouais. Et donc en fait on livre à des clients soit industriels, soit des distributions publiques. OK. Et alors, les deux mots qui m'ont sauté au visage, vous êtes facilitateur et permaculteur chez GRT Gaz. Oui. Alors en fait, je pilote un réseau de facilitateurs. Donc l'idée, c'est d'accompagner des collectifs dans un objectif. Donc il y a 3 objectifs principaux. Qu'est-ce que c'est un collectif? Alors un collectif, ça peut être une équipe, mais c'est au sens large. C'est-à-dire que en interne chez vous? En interne chez nous. Donc ça peut être des projets d'amélioration de la performance. Donc on va travailler soit sur un processus, soit sur une équipe. Donc ça peut être différents collectifs. Et donc on va accompagner ces collectifs en apportant de la méthode et surtout on va décharger le manager ou le pilote du projet de la partie animation du collectif, gestion de la parole, etc. pour qu'il se concentre plutôt sur la prise de décision. Donc voilà, on va mobiliser l'intelligence collective, on est expert de l'intelligence collective. Et alors le côté permaculture, donc la permaculture, c'est un art de vivre, hein, c'est perma et culture. Donc perma, c'est le fait d'avoir de la permanence, de la soutenabilité, de la durabilité dans les projets. Et culture, c'est pas agriculture. Agriculture, c'est aguerre et culture. Donc la culture va être différente entre, par exemple, la France, les États-Unis, et ça va être, la culture de GRT Gaz va être différente de la culture d'EDF. En fait, la culture, c'est quoi? C'est l'ensemble des stratégies qu'un collectif va mettre en œuvre pour remplir ses besoins. Donc le permaculteur, il va chercher à trouver des stratégies qui sont favorables à l'environnement et qui vont dans le long terme. Et il va s'appuyer sur une éthique, des principes de conception qui sont inspirés de la nature et du vivant, et une approche méthodologique qui consiste à observer l'écosystème dans lequel on se trouve. Donc, par exemple, c'est une entreprise ou un site industriel. Ça, vous allez nous le détailler tout à l'heure, oui. comment ça Pardon, fonctionne. Je suis trop bavard. Est-ce que vos collègues vous appellent le Pierre Rabhi chez GRT Gaz? Alors, pas forcément, mais en tout cas, je commence à être un peu reconnu sur cet aspect-là. Disons que un permaculteur, il va avoir les principes de conception en tête et il va l'appliquer tout le temps. Par exemple, un principe de conception, c'est stocker l'énergie. C'est intégrer plutôt que séparer. Et ces principes de conception, dans tous les projets que je mène, j'essaie de les avoir à l'esprit pour les appliquer au quotidien. Et c'est comme une checklist, comme un guide méthodologique, en fait. OK, on va y revenir de toute façon avec vous deux sur les initiatives et les projets que vous développez. À votre gauche, Olivia Kahn. Bonjour Olivia. Bonjour. Vous représentez la Carène, qui est Saint-Nazaire-Aglo. Tout à fait. Où vous êtes chargé de mission économie circulaire et décarbonation de l'industrie. Que faites-vous? Voilà. Ça, c'était le titre, et maintenant, pour de vrai? Alors, le titre est assez explicite, bien que long. La première partie de ma mission concerne la feuille de route économie circulaire de la Carène. Donc, la Saint-Nazaire Agglomération, la Carène s'est dotée l'année dernière d'une feuille de route économie circulaire, dans le cadre d'un engagement avec l'ADEME, qui correspond aussi à tous les efforts qui sont faits dans le cadre du plan climat. Oh là, attention, Pardon. moi, perso, je vous ai déjà perdu là. Jargon. Ouais, je vous ai déjà perdu. Okay.
Alors, vous représentez une collectivité, vous êtes invité à cette table ronde parce qu'il y a une vue d'ensemble, les pouvoirs publics, il n'y a pas d'initiative industrielle sans accompagnement en matière de politique publique. Non, tout à fait. En fait, on est là et on travaille sur des projets de territoire. Et sur le territoire, il se trouve qu'il y a différentes natures d'industriels, des très grands, des plus petits, mais des académiques aussi, des habitants. Et donc, notre rôle est de faire cohésion et d'aller vers des projets collectifs et donc plus ambitieux que chacun puisse faire à son niveau. Et pour comprendre, je vous ai coupé, c'était amical, mais pour nous faire comprendre ce que vous faites, vous êtes beaucoup sur le terrain, vous êtes beaucoup en contact avec des entreprises, et que faites-vous avec elles? Alors, très concrètement, j'ai un projet qui s'appelle Loire Estuaire Décarbonation que je supervise. Donc, ce projet est a obtenu un financement de l'ADEME, concerne la zone industrielle-portuaire de Saint-Nazaire et l'ensemble de ses industriels. On compte aussi sur le soutien de la région, de l'agglomération de Saint-Nazaire, de la communauté de communes Estuaire et Sillon et du Grand Port Maritime. On est sur un projet partenarial public-privé qui concerne ce territoire de l'estuaire de la Loire et qui vise à sa décarbonation. Et donc l'ADEME, c'est une agence publique, donc agence d'État qui contribue notamment beaucoup à des financements de projets autour de l'énergie. Exactement, l'agence de maîtrise de l'énergie, elle opère des financements, notamment France 2030, qui sont des financements là pour le coup orientés vers la stratégie nationale bas carbone. Comment est-ce qu'on décarbone l'ensemble de nos activités, notamment industrielles, les sites les plus émetteurs français. Donc Saint-Nazaire est un peu le petit joueur des 4 grands ports français qui émettent le plus de gaz à effet de serre par an. Donc Marseille, Dunkerque, Le Havre, ils sont autour de 10 à 15 millions de tonnes de CO2 par an. Saint-Nazaire, on est plutôt à 4, 5, 6 maximum par an. Mais on a quand même un fort enjeu de décarboner l'ensemble de cette zone, non seulement pour la zone, mais aussi pour l'approvisionnement énergétique français. Parce que c'est 10% de consommation d'énergie qui viennent en fait de Saint-Nazaire en France. 10% de la consommation d'énergie française vient de Saint-Nazaire, entre autres, surtout à cause de quelle activité? On a la raffinerie, notamment de Total, les activités d'import-export aussi du terminal méthanier, d'LNG, et puis la centrale de Cordemais qui nous aide à faire les pointes quand il y a besoin d'énergie en hiver. On voit bien, je ne sais pas si vous connaissez un peu la zone portuaire de Saint-Nazaire, c'est un magnifique écosystème, non, je ne vais pas utiliser écosystème, ça fait quand même greenwashing de dire ça, mais c'est un lieu où se réunissent tellement d'activités industrielles différentes et complémentaires, émettrices de carbone pendant des années, personne ne s'est jamais posé la question, et évidemment là, depuis 10 ans, forcément, il faut changer. Même depuis moins de 10 ans sur cette zone-là. Et donc, c'est un ensemble qui est hyper intéressant à regarder pour l'articulation entre les activités économiques et industrielles sur cette zone-là. Les pouvoirs publics sont très engagés là-dedans parce qu'il faut une articulation, il faut une coordination que vous assumez. Oui, tout à fait. En fait, il y a des projets qui ont beaucoup de sens au niveau d'un territoire. Une entreprise qui fait des choses sur son site, c'est très bien. Mais il faut qu'on réfléchisse au niveau du territoire et des ressources. Alors, on est ensemble, installés, ancrés physiquement dans un territoire. On a des voisins qui ont d'autres activités qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être concurrentes. Mais en tout cas, on est tous à se partager les mêmes ressources. Et on parle de foncier. Et là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de fortes tensions en ce moment avec la loi zéro artificialisation nette sur le foncier. On partage l'eau, on partage l'énergie. On partage donc des besoins de chaleur, on partage un certain nombre de ressources qu'il faut que l'on fasse de façon intelligente, que l'on soit capable de savoir quels sont les besoins aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, justement dans l'avenir, dans la décarbonation. De quoi on va avoir besoin? On va probablement avoir besoin de plus d'eau pour, par exemple, produire des molécules décarbonées d'hydrogène qui vont servir à faire des e-carburants pour remplacer les molécules fossiles. On va avoir besoin de plus d'électricité. Donc, comment dimensionner un réseau pour être capable d'électrifier nos usages plutôt que de continuer à dépendre de carburants fossiles. Voilà, c'est toutes ces questions-là d'intégration sur le territoire que l'on se pose avec beaucoup d'innovation. Par exemple, on va chercher dans le cadre de cette initiative Loire Estuaire Décarbonation
à réutiliser l'eau issue des stations d'épuration de la Carène et à les réinjecter directement vers les industriels dans leur process, plutôt que eux ouvrent le robinet d'eau potable et que nous, on reverse dans la mer en fait, ces eaux usées qui ont un niveau de qualité tout à fait correct. C'est un exemple. Merci beaucoup. Je vous propose de revenir sur ces projets un peu après, de nous en détailler quelques-uns en particulier. Nathalie, je vous propose de nous expliquer justement les projets. Voilà, on va lancer, si vous voulez bien, Léo, merci beaucoup, d'envoyer les premières diapos. Donc, à EDF, Nathalie, vous vouliez nous parler en particulier de quel projet qui illustrerait bien cette table ronde ? Alors en fait, moi, je voulais plutôt revenir sur la façon dont les entreprises aujourd'hui qui s'engagent dans l'éolien en mer accompagnent la transition énergétique, en fait, et font partie de la réponse. Alors, ça n'est pas la seule réponse, hein, c'est la diversité de solutions qui va contribuer à s'orienter vers la transition énergétique et la transition écologique de la même manière, en tout cas en parallèle. Et donc, je voulais refaire un petit point un peu sur le contexte de l'éolien en mer en France. Donc là, vous avez une représentation, une cartographie de ce que c'est que l'éolien en mer en France aujourd'hui. Vous voyez les différents projets ou les différents sites pour lesquels il y a soit des parcs qui sont construits, comme Saint-Nazaire, comme Saint-Brieuc, Fécamp aujourd'hui, et puis les sites qui sont en construction ou encore les sites qui sont en attente d'autorisation, voire en attente d'attribution dans le cadre des processus d'appel d'offres que l'État lance auprès des industriels. Donc là, il y a les pictos, parce qu'on ne peut pas lire de partout sur les écrans, il y a les pictos verts sur la carte, alors, les pictos gris et les pictos bleus sur fond blanc. À quoi correspondent-ils ? Alors en fait, je ne vais pas le détailler ici, mais ça va prendre beaucoup trop de temps si je me mets à vous détailler. Moi j'avais dit pas de diapo, vous amenez des diapos, on en parle. Ce que je peux vous dire, c'est que cette diapo, elle est très très facilement, vous pouvez très facilement la trouver sur le site du débat public de l'État, La mer en débat, qui présente en fait les perspectives et qui discute des perspectives pour la filière de l'éolien en mer. Et donc il y a également un autre site de l'État qui vous donne beaucoup d'informations là-dessus, qui s'appelle l'observatoire qui s'appelle éolienenmer.fr. Et pareil, vous pouvez retrouver cette cartographie qui vous tiendra à jour de la connaissance de ce sujet et de son état des lieux, de son état d'avancement. Simplement, ce que je voulais mettre en évidence ici, donc voilà, les sites pour lesquels on a un petit surplomb là en jaune, ce sont les sites qui sont développés, construits ou exploités par EDF Renouvelables actuellement. Si vous regardez l'ensemble de cette cartographie, aujourd'hui, ce qui est en production en France, c'est 1,5 gigawatts. 1,5 gigawatts en puissance nominale d'éolien en mer disponibles, produits en ce moment en France. Ce qui correspond à combien de centrales nucléaires ? Alors, une tranche nucléaire, c'est 500 mégas. Donc, ça correspond à 3 tranches. Donc, 3 centrales, 3 tranches. 3 réacteurs. Voilà. D'accord. Donc c'est de la puissance nominale, hein. On est d'accord, l'éolien en mer, c'est une énergie qui est intermittente, qui est dépendante du vent. Voilà. Si vous regardez l'ensemble, donc 1,5 gigawatts en production, si vous regardez l'ensemble de ce qu'il y a sur cette carte, on va dire que ce sont les projets qui sont soit existants, soit dans le tube, dans le tuyau, on arrive à 7 gigas qui vont pouvoir être opérationnels d'ici 10-15 ans. Les objectifs de la PPE, c'est d'avoir 45 gigas, la politique publique de l'énergie. Oui. Les objectifs de la PPE, qui est menée par le ministère de la Transition écologique. Exactement, voilà. Très bien. Et de l'industrie. C'est d'avoir 45 gigawatts installés en 2050. Donc là, on voit bien l'ampleur en fait du besoin. Ces 45 gigawatts, s'ils sont là, s'ils sont dans cette perspective, c'est parce qu'on en a besoin pour faire la transition énergétique qui est nécessaire à décarboner en 2050 la production d'énergie en France pour faire face au dérèglement climatique. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Et là, vous voyez la puissance de l'enjeu. Hein. D'ici 10-15 ans, si tout va bien, on aura 7 gigawatts en place. Et en 2050, il nous en faut 45. Donc vous voyez qu'il y a tout à faire en fait. C'est une filière qui est en croissance permanente, avec plein de nouvelles questions qui se posent à nous, notamment parce que dans le futur,
pour construire ces parcs éoliens, on va aller plus loin au large. Et la mer, eh ben, en fait, c'est un domaine complexe, c'est un milieu qu'on connaît mal, c'est des contraintes technologiques, c'est des nouveaux enjeux environnementaux aussi. Et donc ça, c'est pour nous, c'est notre travail d'aujourd'hui et de demain, c'est de comprendre les nouveaux enjeux environnementaux dans ces nouveaux espaces qui vont s'ouvrir pour la construction de parcs éoliens en mer, pour pouvoir construire des parcs éoliens en mer en tenant compte de ces enjeux environnementaux que finalement on connaît assez peu aujourd'hui. Là, les éoliennes méga offshore dont vous parlez, c'est des proportions, ça dépasse les 300 mètres, je crois, de hauteur. C'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, ce à quoi on s'attend en termes de disponibilité sur le marché dans les 10, 20 années à venir, c'est ça, c'est de l'ordre de 300 mètres de haut en bout de pale. Voilà. Donc on est bien là parce qu'on est sur un festival qui s'appelle Et Demain et on parle de 2040, 2050. On est très très bien là, on est cohérent et il faut se projeter pour interpréter cette carte. Il faut se projeter pour interpréter cette carte, d'autant que cette carte ne nous montre pas où seront les futures zones. C'est quelque chose qui va ressortir. Je vous invite vraiment à aller voir le site du débat public, La mer en débat, parce que c'est vraiment ce débat-là et les conclusions de ce débat qui vont amener à définir des zones beaucoup plus au large, en fait, et sur toutes les façades maritimes, donc depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, de nouvelles zones pour installer de futurs parcs. Donc 45 gigawatts d'ici 2050 avec en parallèle un coup de boost sur la construction de centrales nucléaires. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de la construction de centrales nucléaires parce que ce n'est pas du tout alors, je le sais autant que le public ici par rapport aux politiques publiques, mais c'est une stratégie, effectivement, de développement en parallèle. C'est une stratégie parallèle, aujourd'hui, la technologie de l'éolien en mer, c'est une technologie qui est mature et qu'on est capable, si on est dynamique dans la filière et réactif, qu'on est capable de mettre en place et de rendre opérationnel dans un temps court. Donc, quand bien même on aurait à moyen ou long terme des perspectives de développement du nucléaire, il y a quand même ce moment de transition, c'est bien l'objet, c'est la transition énergétique. Et l'intérêt de l'éolien en mer, technologie mature, c'est d'accompagner cette transition en proposant des outils de production d'énergie décarbonée qui peuvent être opérationnels dans un temps court, beaucoup plus court que le temps que nécessite la construction d'une centrale nucléaire, en fait. Vous vouliez nous montrer autre chose? Oui, en fait, je voulais insister sur le fait que ces projets, tous ces projets que vous voyez sur cette carte et tous les futurs projets, ils répondent à des exigences environnementales, en fait. Et ce n'est pas du tout des projets qui sont déconnectés des questions de transition écologique. Il y a une réglementation qui s'applique à nous et également une responsabilité sociétale et environnementale qui s'applique à toutes les grandes entreprises aujourd'hui et qui fait que toutes les questions environnementales sont abordées à tous les stades du projet. Et donc, avant d'envisager le développement d'un projet, on essaie au maximum d'identifier le contexte environnemental dans lequel on va s'installer pour pouvoir imaginer un projet qui soit cohérent avec le milieu qui va l'accueillir. Et puis ensuite, on a tout au long de la vie du projet, que ce soit la construction, l'exploitation et le démantèlement, on se projette aussi dans le démantèlement des parcs éoliens, on a toute une attention qui est portée à tous les compartiments de l'environnement. Donc ça va des fonds marins et des espèces qui y vivent jusqu'aux oiseaux qui vont circuler dans les zones où on projette d'installer des parcs éoliens en mer. Voilà, donc c'est un travail assez complet. Donc ça veut dire que niveau recrutement, vous embauchez des spécialistes du vivant, des chercheurs en fait, sur la vie animale et végétale. Oui, tout à fait. Alors moi, je n'ai pas un profil de biologiste, j'ai un profil plutôt généraliste, mais aujourd'hui, chez EDF Renouvelable, dans la branche énergie marine renouvelable, on est 8 qui sommes entièrement dédiés aux questions environnementales appliquées à nos projets. 8 personnes avec des profils variés autour de la biologie marine, autour de l'hydrobiologie, voilà. Et en fait, il y a des ornithologues également. Ce sont vraiment des compétences conjointes qu'on utilise tous ensemble pour avoir des réponses intelligentes dans le cadre du développement de nos projets, dans l'évaluation d'impact. Oui. Très bien. Est-ce que vous aviez une autre diapo? Oui, je peux.
Oui, je peux vous présenter, peut-être vous illustrer un petit peu ce qu'on essaie de faire en matière d'évaluation d'impact et de gestion des impacts. Donc, mais vous êtes là pour ça. Voilà. Donc, peut-être que ce n'est pas forcément évident pour l'ensemble du public ici, mais c'est quelque chose qui commence à être assez connu. Il y a en France... Alors, vous commencez par laquelle, là, celle de gauche ou de droite? Alors, je commence par des généralités. Il y a en France un code de l'environnement qui nous guide, en fait, dans la manière d'évaluer nos impacts et d'y répondre. Et le principe, en fait, pour y répondre, c'est de mettre en place des mesures d'évitement, des mesures de réduction d'impact. Et puis, quand on n'arrive ni à réduire ni à éviter, on essaie de mettre en place de la compensation. Alors, la compensation, déjà, à terre, c'est très difficile. Alors, en mer, c'est vraiment extrêmement complexe. Attendez, qu'est-ce que c'est la compensation? La compensation, en fait, c'est à partir du moment où vous n'avez pas réussi à éviter un impact, vous n'avez pas réussi à le réduire de manière suffisante, et bien vous allez chercher, en fait, à le compenser en mettant en place une nouvelle mesure qui sera favorable au milieu dans lequel vous impactez, en fait. Donc, par exemple, il y a quelque chose qui est assez bien connu, notamment, je pense que tu saurais en parler, dans l'estuaire de la Loire. On a l'obligation, quand on détruit une zone humide pour avoir un projet, de le compenser en recréant un secteur de zone humide d'intérêt écologique équivalent à hauteur de 2 pour 1. On détruit 1, on compense par 2. Voilà. Donc ça, voilà, c'est une illustration de ce qu'est la compensation. C'est très complexe à mettre en œuvre. Compenser, en fait, ça veut dire aller chercher un nouvel espace pour faire un nouveau projet. Voilà. Est-ce qu'il va fonctionner? Combien de temps il va prendre avant d'être efficace au niveau qu'on attend, etc. Donc le maximum qu'on essaie de faire, c'est d'éviter et de réduire nos impacts en amont, en fait, pour pouvoir... avoir des projets qui soient vraiment en cohérence avec leur milieu. Et ce 2 pour 1 dont vous parlez, c'est la loi qui l'impose ou c'est vous qui vous l'imposez? C'est la loi qui l'impose. C'est la loi qui l'impose, voilà. ok. Ouais. D'accord, on continue. Oui, donc là par exemple, ce que vous voyez sur la carte qui est du côté gauche, je pense pour vous, c'est une illustration d'une mesure d'évitement qu'on a eue. On voit une carte de la localisation et de l'implantation du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, il est installé sur des fonds rocheux. Et dans le secteur nord-ouest du parc, il y a une... C'est quoi l'île en bas à droite? C'est une île ou pas? Non, c'est pas une île. Ah, c'est pas une île. Non. Donc la côte, elle est au sud, là? Non, la côte, elle est au nord, en fait. La côte qui est au nord et qu'on ne voit pas sur cette carte, c'est la côte sauvage du Croisic-au-Pouliguen. Oui, voilà. D'accord. Et donc, dans la partie nord-ouest de la zone d'implantation, vous voyez des zones qui sont roses, rouges. C'est des zones dont on a identifié avant de construire le parc qu'elles avaient un intérêt écologique fort, parce que c'est des zones où il y a certains types d'algues qui sont intéressantes pour la concentration des alevins de poissons, pour certains crustacés, etc. Et donc, il y avait une importance écologique à ne pas affecter ce milieu. Et donc, on a cherché en fait à installer au maximum les éoliennes à l'extérieur de ces périmètres qu'on avait identifiés et à installer tous les câbles qui circulent dans le parc et qui rejoignent les éoliennes entre elles en contournant en fait ces milieux. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une mesure d'évitement d'impact. On a les moyens techniques de ne pas impacter un milieu qu'on considère comme particulièrement sensible. Et bien en fait, on les évite. Ça semble simple. Pour ceux qui sont loin de la télé, vous voyez, en haut de la carte à gauche, il y a une pointe avec du rose, du marron, du rouge tout en haut. Donc c'est les zones dont parle Nathalie. Et on voit qu'il n'y a pas d'éoliennes sur la partie haute de cette zone, notamment le pavé rose. Et vous avez quand même dû en poser sur certaines zones où il y a du rose par nécessité. Exactement. Voilà, et c'est là que ça nécessite de la compensation, j'imagine. Alors là, en l'occurrence, où on les a positionnés, on a considéré, ça a été accepté quand ça a été instruit par les services de l'État, que voilà, on avait fait un effort suffisant en fait. Donc il n'y a pas eu de compensation sur cet aspect. Et vous voyez, alors j'imagine qu'on ne voit pas forcément très bien quand on est loin, mais on voit le tracé des câbles. On dirait la Cisjordanie déjà quand on est loin, alors quand on est proche. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas forcément très bien en vert le tracé des câbles, mais voilà, si vous vous approchez, vous pouvez constater qu'il y a un effet de contournement des périmètres et de ces zones roses, rouges là, d'habitat d'intérêt.
Et Olivia, vous, comment vous travaillez comment vous êtes impliqué, comment Saint-Nazaire Agglo est impliqué sur ce projet, par exemple? C'est une bonne question. Merci, c'est super. Non, je ne peux pas vous répondre réellement parce que j'ai peu d'antériorité, mais ce que je peux vous dire, c'est que les différents services de Saint-Nazaire Agglomération travaillent beaucoup en collaboration avec les entreprises pour évidemment tous ces gros projets. Donc il y a un acteur clé qui est le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, avec lequel on collabore évidemment de façon très étroite, mais également directement avec les industriels. Différentes directions de Saint-Nazaire Agglomération apporte des choses au projet, évalue le projet sous différents angles. On pense par exemple à la direction de la transition écologique qui va forcément appuyer, renforcer, échanger sur cet impact, qui va questionner en tout cas, essayer d'amener de la matière et un avis aussi, une décision, que les élus puissent se positionner, avoir une posture sur le projet. La direction aussi de l'aménagement et de l'urbanisme a forcément beaucoup aussi de choses à dire. Et de mon côté, direction de développement économique aussi, parce qu'on va chercher à attirer les bons projets, on va chercher à favoriser les projets qui nous intéressent dans notre feuille de route, qui est une feuille de route aujourd'hui qui se tourne vers les filières bas carbone. Qu'on va favoriser l'implantation de ces entreprises-là, on va évidemment faciliter le relationnel, le réseau, le fait de bien ancrer un projet dans le territoire, de l'accueillir dans cet écosystème global, le plus possible quand c'est un projet de développement économique choisi, donc que l'on va vraiment souhaiter attirer sur le territoire. Richard Thirier le disait tout à l'heure en intro, c'est pas les industriels d'un côté et puis les petites PME et les startups de l'autre. Comment à Saint-Nazaire Agglo et comment sont impliquées les petites entreprises innovantes? Je demande aussi à GRT Gaz et à EDF, même si j'ai bien conscience, Olivier, que je ne vous ai pas encore demandé exactement ce que vous faites. Mais je saute sur cette question-là tout de suite parce qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui se disent voilà, moi j'ai une boîte innovante qui propose telle solution. Comment, par quelle porte d'entrée je pourrais proposer à EDF, à GRT ou à Saint-Nazaire Agglo pour qu'ensuite elles me mettent en relation? Comment entrer et comment participer à cet effort? Alors, de façon très simple, sur le territoire de Saint-Nazaire Agglomération, vous trouverez déjà un site, un lieu qui s'appelle la Maison d'entreprise à Saint-Nazaire, qui est vraiment l'endroit où vous pouvez aller tout de suite vous mettre en réseau avec l'ensemble des offreurs de solutions, que ce soit pour de la création, pour le développement, pour le réseautage, et trouver différents relais en fonction des besoins. Saint-Nazaire Agglo, les développeurs économiques, mes collègues sont à la disposition de tout à chacun pour évaluer les projets, et puis on favorise aussi ce type d'innovation. Donc on sait que les industriels ont des besoins, on connaît aussi un peu l'écosystème des startups industrielles ou des startups du numérique, et on va chercher via des dispositifs d'accompagnement ou de mise en relation à faciliter ces contacts-là. Donc c'est vraiment très ouvert, c'est un sujet qui est au cœur aussi de notre action au développement économique, de bien faciliter la mixité et l'open innovation, comme on dit. Je vous repasse tout de suite la parole. Olivier, le son de votre voix me manque un peu, mais d'abord à Nathalie, pour lui demander comment vous vous impliquez, vous accueillez, vous cherchez, vous collaborez avec des petites boîtes. Alors nous, en fait, on a différents mécanismes. Alors déjà, on travaille effectivement beaucoup avec, en tout cas pour le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, on travaille beaucoup avec la Carène sur différents aspects effectivement de concertation, comme appui d'interface auprès de la population pour expliquer notre projet et puis faciliter son acceptation par le territoire. Pendant la phase de construction, on a eu aussi énormément d'appui de la part de la Carène pour aller chercher des entreprises locales qui nous accompagnent dans le cadre de la construction du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Je crois que à l'échelle de la région, pendant la construction du parc éolien en mer de Saint-Nazaire, il y a eu plus de 1200 emplois qui étaient localisés en région Pays de la Loire. Et puis effectivement, ça a créé beaucoup de concentration. On a construit à partir du port de Saint-Nazaire. Ça a créé beaucoup de concentration autour du territoire de la Carène et du grand port maritime. Donc on a eu toutes ces collaborations. Là, on sort, dans ce que je dis là, on sort un peu des questions environnementales. Après, non, j'ai pas l'impression. C'est comment vous faites. Oui. On est dans le comment. J'y viens, ouais. Ok, pardon. Et du coup, voilà. Et nous, en fait, on va aller chercher les entreprises innovantes pour nous aider à répondre à nos questions récurrentes, en fait. On a des interrogations, en fait.
qui reste complètement ouverte autour de l'éolien en mer. On a des interrogations sur les impacts qu'on a sur la faune volante, les oiseaux, les chauves-souris, parce que oui, il y a vraisemblablement, potentiellement des chauves-souris qui traversent les océans, ou en tout cas des mers sur des grandes distances. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de questions qui sont à déblayer. Il va y en avoir encore plus dans le futur, parce qu'effectivement, on va être dans des endroits nouveaux qu'on ne connaît pas, qu'on connaît moins. Et on est dans des milieux qui sont complexes, en fait, pour faire du suivi, pour mettre en place des mesures environnementales. Et donc, on va chercher des entreprises pour nous accompagner autour de ça. Pour ça, on a des interfaces. Il y a une structure qui s'appelle France Énergie Marine, qui accompagne des entreprises privées qui ont des projets innovants à proposer à la filière. On a aussi au sein du groupe EDF toute une partie de l'activité qui est dédiée à la recherche et développement. Donc c'est l'ancien laboratoire, pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien LNHE qui faisait de l'hydraulique dans les années 50 et qui est devenu vraiment un laboratoire de R&D qui peut accompagner des startups qui voudraient tester en maquette, en bassin. Okay. Voilà. Donc nous, on va aussi aller chercher de l'appui auprès d'EDF R&D pour ça. On a une thèse CIFRE, par exemple, en ce moment en cours, qui s'intéresse à comment on peut mieux connaître les impacts sur les oiseaux grâce aux outils de deep learning dans l'intelligence artificielle. Okay. Voilà. Donc typiquement, c'est pas du tout des sujets que moi je suis capable de manipuler au quotidien, mais donc on va chercher dans la sphère académique, dans la sphère privée et avec nos aides côté R&D à avancer sur ces questions. Très bien. Voilà. Bon, merci Il y a beaucoup. également un prix, pardon, je vais juste citer un dernier prix qui peut être assez intéressant, qui est porté par EDF, qui s'appelle le prix Pulse, qui tous les ans propose à des startups de venir présenter une solution innovante qui serait applicable en fait et qu'on pourrait essayer de développer dans le cadre des parcs éoliens en mer. Et nous, on propose en fait d'être le support à de premières expérimentations in situ dans nos parcs éoliens en mer, par exemple. Voilà. Plus d'informations sur votre site. Exactement. Merci beaucoup. Olivier, Oui. vous avez été hyper patient. Toutes mes excuses. Est-ce que Léo, s'il vous plaît, on peut avoir les diapos suivantes qui vont concerner GRT Gaz. Alors, tapis rouge, Olivier, pour nous présenter votre travail de facilitateur et permaculteur, comment ça fonctionne. Vous voyez, on doit finir à 35, il est 12. Le but, ce serait qu'on puisse ensuite discuter tous les quatre. Oui, alors GRT Gaz a, je dirais, 3 impacts sur les limites planétaires. Je ne sais pas si vous connaissez les limites planétaires, c'est les scientifiques qui ont défini des indicateurs. Et en gros, si on dépasse certaines limites, on est dans un système instable et on ne sait pas trop comment on va y revenir. Alors la bonne nouvelle, c'est que, par exemple, la couche d'ozone, qui est une des limites planétaires, on avait dépassé les limites et grâce à l'action publique, etc., on a réussi à revenir en arrière. Donc tout n'est pas perdu, mais il faut se saisir de ces indicateurs et se mobiliser dessus. Donc GRT Gaz a 3 impacts: le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité et l'artificialisation des sols, en gros. Donc, sur le réchauffement climatique, je ne vais pas m'étendre, mais en gros, GRT Gaz travaille sur la décarbonation, sur les énergies renouvelables et sur la réduction notamment des émissions de méthane, puisque les émissions de méthane sont beaucoup plus impactantes que le CO2, mais par contre, l'avantage, c'est que leur durée de vie est de 10-15 ans. Donc, si on agit rapidement, ça veut dire qu'on va avoir un impact positif très rapide. Ensuite, sur la biodiversité et sur l'artificialisation des sols. Donc là, on mène des projets pour non seulement réduire nos impacts, mais aussi pour régénérer, puisqu'on a beaucoup de surface. On a 400 hectares à GRT Gaz d'installations clôturées et encore plus de foncier. Donc si on travaille sur ce foncier, on peut le régénérer et on peut avoir un impact positif. Donc ce qu'on a fait... Donc ces sites-là, ici passe quoi ? Parce que pour nous, comment dire, c'est une centrale donc sur les sites, il y a différents, de transformation. Il y a différents sites. On peut avoir des stations de compression qui vont recomprimer le gaz qui perd un peu en charge dans les canalisations. Donc il faut le repousser. On va aussi avoir besoin de détendre le gaz pour le livrer aux clients.
C'est-à-dire de réduire la pression pour que donc ça aille jusqu'au consommateur final. Parce que dans nos tubes, on a beaucoup de pression. Et tout ça, ça ressemble à des petites centrales. On voit les tuyaux, il y a un bâtiment pour les employés. J'aurai des photos à vous montrer après, si vous voulez, on pourra voir concrètement ce que c'est. Et donc, on a décidé sur un secteur prototype, donc un site prototype de plus de 3 hectares, de faire l'approche permaculture que je vous expliquais tout à l'heure, pour que ce soit du concret. Et donc, on a regardé les besoins de l'équipe, on a regardé aussi le territoire. Parce qu'en permaculture, d'abord, on essaie de créer des synergies sur notre lieu. Donc là, un lieu de travail. En plus, ça parle aux salariés, donc c'est ça qui est intéressant. Parce que, en fait, ce qu'il faut pour transformer les choses, pour régénérer la planète, c'est sensibiliser l'humain. Parce que c'est l'humain qui a les clés du futur. Et donc, on va travailler avec cette équipe pour comprendre ses besoins, son interaction avec l'écosystème, et on va travailler aussi avec les acteurs territoriaux autour du... Donc ça me parle beaucoup ce que tu disais tout à l'heure sur récupérer l'eau, etc. C'est tout à fait un peu l'esprit de la permaculture. Et donc, on a été interroger la commune, la communauté de communes, la région, les acteurs locaux. Et l'idée, ça a été de créer des synergies entre ces acteurs locaux. Donc, par exemple, à proximité de ce site, on a une association qui récupère des animaux abandonnés ou des animaux qui sont battus. On a une association qui fait de l'agroforesterie et qui réinsère des personnes. Et donc, nous, on a besoin d'entretenir nos surfaces. Eux, ils ont besoin d'espace. Donc, par exemple, les animaux, pour manger, voilà, ils ont besoin d'espace. Donc, on a signé des conventions, donc avec, par exemple, l'association qui récupère ces animaux. On les met à disposition nos espaces, et donc, on va faire de l'éco-pâturage. Donc, dans ce projet-là, on a regardé aussi le bâtiment, de trouver des systèmes intelligents. Donc, par exemple, on envisage de mettre des panneaux solaires, de récupérer les eaux de pluie, et de mettre en place un système de rafraîchissement adiabatique. C'est quoi le rafraîchissement adiabatique? C'est j'utilise mes eaux de pluie, je fais passer un courant d'air sur une sorte de carton humide, je schématise, et ça rafraîchit l'atmosphère. Ça permet de supprimer la climatisation et de réduire de 80% mes besoins énergétiques pour rafraîchir mon bâtiment l'été. Donc, ce qui est intéressant. Et tout ça parce qu'on a mis en quelque sorte une sorte de synergie pour être plus efficient. Voilà. Et donc la vision que ça donne, donc le design, parce que le cœur de la permaculture, c'est la conception, c'est le design, c'est de faire des gros sites de Chertégas, des pépinières de biodiversité. On va régénérer la biodiversité sur nos sites, faire des postes de gaz, donc qui sont des plus petites surfaces, mais qui peuvent faire 500 mètres carrés jusqu'à 1 hectare, des relais de la biodiversité, et s'appuyer sur nos canalisations pour faire des autoroutes de la biodiversité, des corridors de biodiversité, soit des traces bleues ou des traces vertes. Enfin, c'est de la biodiversité partout. Vous utilisez ce mot-là assez facilement. Oui, c'est un projet qui est vous vraiment... accueillez des animaux engagé sur la biodiversité. On met en place des systèmes qui vont favoriser la biodiversité. On est en train aussi de mettre en place des indicateurs. Donc, on a un indicateur national qui s'appelle le GBS, Global Biodiversity Score, qui est proposé par le CDC Biodiversité. Ça permet d'éclairer nos actions au niveau de Chertégas. Par contre, au niveau local, ce n'est pas suffisant. Donc, on fait venir, et donc, en fait, on fait un diagnostic au départ des projets avec un écologue. Donc, on mesure la biodiversité et ensuite, on évalue comment la biodiversité évolue dans le temps. Et donc, ça permet de voir, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles espèces qui sont apparues? Est-ce qu'on n'a pas finalement réintroduit des espèces qui sont protégées? Donc ça, c'est un indicateur. Et là, en ce moment, on est en train de tester des indicateurs, par exemple avec l'acoustique. C'est-à-dire, c'est des capteurs de son. Et ils vont faire avec de l'intelligence artificielle, etc. Ça va capter, ça va décrire, en fait, déterminer quels insectes pollinisateurs on va trouver sur le site. Autre essai qu'on fait, avec des abeilles, on va chercher les pollens. Et donc, avec ces pollens, on va pouvoir identifier quelles espèces on a pu régénérer sur nos sites. Mais en effet, le projet, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un impact positif sur la biodiversité. C'est intéressant de voir que ce n'est pas que de la bonne volonté ou du blabla, vous le faites certifier. Oui, alors on travaille aussi avec la LPO, avec différentes associations. Et puis on a été accompagné par une entreprise qui s'appelle Pocheco, qu'on voit dans le film Demain. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film que je vous encourage à voir, qui donne des bonnes pratiques et des bonnes initiatives, qui donne envie d'agir.
Et donc, on a été accompagné par ces différents partenaires. Et l'idée, c'est un peu de labelliser nos sites derrière aussi. Vous vouliez nous montrer oui, alors je peux vous des montrer photos, des exemples concrets. Donc, sur la suite, donc, alors là, c'est un exemple. Donc ça, c'est un poste de gaz, justement, on en parlait, une installation de gaz qui est sur le site. Donc c'est une partie du site. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a du goudron, il y a des zones gravillonnées, on les devine en beige. Donc c'est en gros, avant, notre système, c'était de mettre une bâche plastique et des graviers. C'est pas génial pour la biodiversité parce que justement, ça évite, il n'y a pas de végétation et en plus, l'eau ne circule pas bien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a végétalisé En plus, c'est beaucoup plus joli. Donc, les gens sont contents de venir travailler. Donc, à la place de la clôture qui était en plastique, donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence entre avant et après, on l'a remplacé par... donc, c'est des piquets en châtaignier. On a mis des rosiers pour clôturer. Et ensuite, on a végétalisé l'ensemble du poste. Donc, soit on a mis des plages de sable pour attirer les pollinisateurs sauvages à proximité de nos installations. Et on a végétalisé tout ce qu'on a plu. Même les zones de circulation, on met un mélange terre-pierre, ce qui permet que l'eau circule. Super, et des petits rosiers en bas à droite? Alors ça, c'est plutôt esthétique. Mais ce qu'on envisage sur nos sites, parce qu'on a des contraintes de sûreté, c'est de mettre des espèces avec des épines, etc., qui vont être dissuasifs pour l'accès à nos installations. Donc on s'appuie sur le vivant. Le vivant, finalement, nous donne service. On lui rend service en le développant, enfin en le favorisant, mais en plus, il nous rend service. Donc c'est gagnant-gagnant. Des bonnes épines d'acacia là, de 5 cm. Voilà. Ce que j'avais aussi, c'est vous montrer, c'est que sur le même site, on a mis en place une zone de réensauvagement ou de libre évolution. Donc là, en fait, on regarde uniquement les espèces invasives, parce que les espèces invasives, c'est une des causes de l'érosion, de l'effondrement de la biodiversité. Donc ça, on est vigilant là-dessus. Et ensuite, on laisse à la nature, finalement, une zone qu'avant on entretenait. En fait, on n'a peut-être pas besoin d'entretenir toutes nos surfaces. On tond uniquement, on fait une fauche tardive uniquement aux abords de cette zone de rensauvagement pour éviter que ça aille chez le voisin. Mais donc voilà, on laisse cette partie à la nature. Et puis on voit à droite, donc c'est un âne. Donc c'est un des animaux qui a été récupéré par l'équipe. Alors c'est génial parce que d'un côté, l'équipe, ça leur donne beaucoup de joie finalement, parce qu'ils vont nourrir de temps en temps l'animal. Et on voit d'ailleurs nos visiteurs, en fait, ils sont plus captés par les animaux que des fois par les visites qui viennent. C'est très sympa. Et du coup, nos visiteurs sont toujours assez intéressés par notre démarche, surtout par les animaux, quoi. Ok. Je crois que j'ai d'autres photos. Alors ça, c'est sur une autre installation. Donc il faut savoir que là, c'est un secteur prototype. Maintenant, on essaie de le déployer sur l'ensemble des sites de GRTgaz. Donc on a un programme jusqu'en 2030 pour petit à petit faire ces designs et implémenter finalement nos solutions sur les sites. Toujours adapté au climat, au contexte, parce que en fait, le vivant, il est vivant par nature, donc il faut s'adapter à lui aussi. Et donc, ce qu'on voit à gauche, donc c'était une installation. Donc, il y avait zone gravillonnée, béton, enfin goudron. Vous voyez, c'est pas très joli. Et donc, à droite, là, on a végétalisé 100% finalement de l'installation. Donc, il y a une petite amélioration, je ne sais pas si vous pouvez le voir en bas à droite, c'est qu'on a laissé les trottoirs. Donc ça, c'est quelque chose que là, on commence à arrêter de mettre des trottoirs, puisque finalement, en fait, il y a la végétation qui se met dans le creux. Et donc, du coup, on a tendance maintenant à mettre tout à plat pour que ce soit plus facile à entretenir. Donc on regarde aussi, on fait du REX pour s'améliorer sur nos pratiques. Et donc on fait beaucoup d'éco-pâturage. On finit sur celle-là ? C'est la dernière, je crois. Okay. Voilà. Et donc on installe des zones humides. Ça, c'est une mare qui a été ajoutée, qui a été creusée pour installer une zone humide. Parce que quand on fait aussi le diagnostic avec l'écologue, on va avoir les opportunités, les faiblesses un peu de notre site. Et donc, l'idée, c'est de développer un peu les opportunités. Si on a des espèces à proximité des amphibiens, par exemple, ça va être intéressant de développer des zones humides et de creuser des mares pour favoriser ces espèces. Voilà.
Merci Olivier.